Il nous fascine, nous effraie, nous passionne. Cet été, Transfert se met à l'heure des faits divers. Découvrez, à travers les voix des victimes, mais aussi des coupables, ce que ces crimes disent de nous. Depuis 4 ans, Yohan est le directeur de l'Alliance française à Irkoutsk, en Russie. Il mène une vie tranquille avec sa femme et sa fille de 4 ans. Mais quand le FSB, la police russe, l'accuse de détention d'images pédopornographiques, il n'a pas d'autre choix que de fuir la Russie. Vous écoutez Transfert, épisode 340, un témoignage recueilli par Louise Régent. La littérature, pour moi, c'est l'enfance. C'est ma mère qui me raconte des histoires. Le premier livre fondamental, marquant, c'est Bozo le clown. Bozo le clown, lu par ma mère. Évidemment, après Bozo le clown, il y a d'autres livres importants pour moi. Il y a toute la bibliothèque rose et notamment les comtesses de Ségur. On ne le sait pas forcément, la comtesse de Ségur est née Rostopchina, donc c'est une immigrée russe. Et dans ces livres transparaît parfois une forme de nostalgie, ou c'est les souvenirs d'enfance pour la comtesse de Ségur. Et dans un livre en particulier, elle parle de la Russie, c'est le général Dourakine. Au moment où j'entre en 6e, je déménage et on me construit une nouvelle chambre dans le grenier. Ça devient mon territoire, le haut de la maison, je suis au sommet. C'est là que je lis, c'est là que je passe des heures à lire sous le toit. Au lycée, je deviens un lecteur peut-être encore plus compulsif. Je bascule un peu vers la poésie, je lis beaucoup Baudelaire à une époque. Et puis vont arriver les auteurs russes. Je lis d'abord Dostoïevski, qui n'est pas celui qui me marque le plus. Celui qui me capte tout de suite, c'est Tchekhov. Alexeï Navalny, principal opposant à Poutine, quelques jours avant sa mort, a eu accès à un livre à la bibliothèque et il a choisi Tchekhov. Et pour moi, c'est très parlant. Je me dis que finalement, ça peut être un petit peu adouci sa fin terrible. Le 11 février 2015, je suis chez moi, à Irkoutsk, près du lac Baïkal où je travaille. Mon épouse rentre d'Europe, je descends l'accueillir et là, au moment où j'entre dans l'appartement, je me retourne et 2 hommes sont face à moi, se saisissent de moi, me mettent une cagoule sur la tête. Ma fille est là, je suis arrêté sous les yeux de ma fille. Ça fait près de 4 ans que j'habite à Irkoutsk, c'est la capitale de la Sibérie orientale. On est à 5000 km de Moscou, à la frontière de la Mongolie. C'est une splendeur, c'est une ville au milieu de la taïga. Et moi, je vis mon rêve. Je suis directeur de l'Alliance française de la ville, donc un centre culturel français. Et je participe à ce qu'on appelle la diplomatie culturelle française. Mon travail consiste à essayer de renforcer l'amitié entre la France et la Russie via la langue et la culture. La Russie m'habite à tel point que lorsque j'ai un chat, je le nomme Bigimote. En français, c'est Behemoth. C'est un des personnages principaux du Maître et Marguerite, le chef-d'œuvre de Bulgakov qui se passe dans le Moscou des années 30. Je suis arrêté par des professionnels. Et là, ça va très vite. J'ai à peine le temps de protester quelques mots en russe, demandant qui ils sont, ce qu'ils veulent. Je me dis, ce sont des bandits, puisque rien ne m'indique que je suis arrêté par la police ou par une quelconque autorité officielle. Ce sont des hommes en noir, et je leur demande qui ils sont et ce qu'ils veulent. Je n'ai aucune réponse. Je vis de manière très précise ce que Solzhenitsyn décrit dans l'archipel du Goulag, et c'est le premier chapitre qui s'intitule « L'arrestation ». Ce moment où l'arbitraire nous saisit, et on se dit il y a un malentendu. C'est pas moi qu'on cherche. Et c'est ce que tout le monde se dit, explique Solzhenitsyn, y compris lorsqu'on vit au centre d'un système totalitaire. Et j'ai exactement cette naïveté-là, de me dire, on va lever le malentendu. On me jette dans un fourgon, j'ai toujours une cagoule sur la tête et j'essaye de comprendre, j'essaye de me calmer. Je rejoins souvent ce que j'appelle ma citadelle intérieure. La citadelle intérieure, c'est un livre de Pierre Hadot, le philosophe important, qui étudie le grand philosophe stoïcien Marc Aurèle. Et une manière de faire face au pire, c'est ça, c'est de se retirer à l'intérieur de soi,
au sein de sa citadelle intérieure, d'observer et de voir ce que je peux faire moi maintenant. Il y a des choses qui ne dépendent pas de moi, mais ce qui dépend de moi, peut-être, c'est de tenter, si possible, de garder mon calme et de voir comment agir maintenant. Pendant toute une matinée, je suis frappé, torturé. On utilise sur moi des techniques de torture. Et le but est de me faire avouer. Avouer quoi? J'interroge mes geôliers, j'ai toujours cette cagoule sur la tête. Je me dis, ils me prennent peut-être pour un espion, puisque des questions vont dans ce sens. Je me dis, j'ai dû faire une erreur. J'ai vexé quelqu'un dans la ville, impuissant, il faut que je trouve. Et j'ai aussi un affreux doute qui me prend à ce moment-là. Je suis en train de me séparer de mon épouse. Et là, le doute terrible, c'est elle. Elle a monté le coup, ou au moins elle participe. À la fin de cette longue matinée, on me retire cette cagoule que j'ai depuis plusieurs heures. Et on m'annonce très bien, puisque tu ne veux pas parler, eh bien voilà les chefs d'accusation. On m'accuse d'avoir diffusé sur Internet des documents pédopornographiques. Alors là, c'est encore autre chose, mais je comprends très vite ce qui est en train de se passer. Je suis face à un compromat. Compromat, c'est un mot qui vient du folklore soviétique, j'ai envie de dire. C'est un mot valise en russe qui signifie document compromettant, mais c'est devenu une technique du FSB, donc les services successeurs du KGB, les services secrets russes. On utilise cette stratégie pour se débarrasser d'un opposant, d'un journaliste trop curieux, d'un concurrent économique même dans la Russie contemporaine, hein. Il s'agit de le discréditer, de l'enfermer, de le mettre en prison si possible. Il y a plusieurs types de compromat. Alors, il y a celui qui consiste à mettre de la drogue dans les poches de quelqu'un, les traditionnelles accusations de malversation financière. Et puis la reine des accusations, c'est, dans la Russie de Vladimir Poutine, l'accusation de pédocriminalité. Mais pourquoi, en fait? Qu'est-ce que je représente, moi, pour avoir sur le dos une telle accusation? Qu'est-ce qu'ils veulent? Je suis en garde à vue pendant environ 24 heures, et puis un juge décide de me mettre en détention provisoire. Je rejoins la prison centrale d'Irkoutsk. Au moment de l'incarcération, plusieurs sentiments s'entrechoquent. Il y a la peur, évidemment, mais très vite, je sors en quelque sorte de moi-même, hein. C'est toujours ce phénomène un peu de dissociation. Je deviens un peu le personnage de cette histoire que je suis en train de vivre. Très vite, je me mets en ordre de bataille. Je n'ai pas le droit de m'effondrer. Parce qu'il y a ma fille, et puis parce que je sais que de toute façon, en prison, si je m'effondre, c'est fini. Sur mon dos pèsent des accusations ignominieuses, et en prison, à la centrale d'Irkoutsk, comme à peu près dans toutes les prisons du monde entier, être accusé, être soupçonné d'être un violeur d'enfants, ça réduit considérablement son espérance de vie. Donc, je dois me battre. Et là commence mon apprentissage de zèque. Zèque, c'est un mot que je connais très bien pour avoir lu la littérature carcérale russe. C'est les récits de la Kolyma, de Chalamov. Je n'ai pas connu le goulag. Les conditions carcérales auxquelles je suis confronté n'ont rien à voir avec celles qu'a connues Chalamov dans les années 30, c'est-à-dire le pire du goulag pendant la pire des périodes, la stalinienne. Mais en revanche, il y a des choses que je reconnais. Pour commencer, je suis un zèque et on m'appelle zèque. En russe, ça veut simplement dire un prisonnier, mais c'est un terme qui a été créé au moment de la création du goulag. Pendant quelques jours, je connais la quarantaine. Le fonctionnement n'a pas changé depuis la période soviétique. Quelques jours d'enfermement extrêmement strict, aucun contact possible avec l'extérieur, filmé 24 heures sur 24, écouté 24 heures sur 24, aucun parloir possible. C'est la période d'évaluation, de test. On jauge le zèque pour savoir vers quelle cellule on va l'orienter et avec qui. Au bout de 2 ou 3 jours, alors que je suis en quarantaine, un des détenus qui est là sort du thé. C'est une des seules choses que nous avons dans cette cellule, du thé noir. Il me demande si je veux du tchéfir. Le tchéfir, c'est un thé très noir,
une infusion très concentrée de thé noir que font les prisonniers pour se donner un coup de fouet. C'est pas une drogue, il faut pas exagérer, mais c'est un euphorisant, on pourrait dire. Ce tchéfir qui était préparé par Chalamov dans les récits de la Colima, qu'il décrit, eh bien, il existe toujours. Et c'est une tradition qui se perpétue de prisonnier en prisonnier depuis cette période. Et je découvre que ce que j'ai lu, finalement, existe et surtout va m'être très utile. Alors, une des choses que décrit Chalamov dans les récits de la Colima, mais que beaucoup d'autres auteurs qui ont été enfermés décrivent, c'est l'importance de la littérature. Chalamov décrit, par exemple, comment, entre prisonniers, ils se récitent des poèmes les uns les autres et qu'ils les apprennent, qu'ils maintiennent comme ça une forme de force, d'humanité aussi au milieu de ce qu'il y a de plus inhumain. Et donc, je commence à me remémorer tous les poèmes et bribes de poèmes que j'ai pu apprendre. Un jour, alors que je suis à l'isolement dans une toute petite cellule et je ne sais pas ce qui va m'arriver. Est-ce que c'est une nouvelle torture? Est-ce que on m'amène vers le parloir et à l'inverse, je vais voir quelqu'un de ma famille? J'ignore tout de ce qui va se passer et me reviennent des vers que je connais depuis l'école primaire. La Ballade des pendus de François Villon. Frères humains qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. C'est là que tout prend sens. C'est un poème que Villon écrit dans les geôles du Châtelet, l'année 1462. Il vient d'être torturé, d'être soumis à la question de l'eau, une des pires tortures, celle qui consiste à simuler une noyade. Il pense qu'il va mourir. Et il écrit ce poème. Et moi, je l'ai avec moi. Je reste 3 mois en prison, dans cette centrale. Alors, je connais des conditions d'incarcération très difficiles puisque je suis dans une cellule qui est filmée 24 heures sur 24, même après la quarantaine, écoutée 24 heures sur 24 et avec une lumière 24 heures sur 24. Ce sont déjà des conditions qui mettent le corps dans un état de stress qui est une forme de torture. Je connais aussi de manière plus directe la violence de gardiens et de gardiennes surtout. Le jour de la Saint-Valentin, les gardiennes ont décidé de faire la fête. Donc bière, vodka, chips. Et elles extraient un à un les détenus qui sont dans ma cellule pour s'amuser et décident de les frapper. Ça, c'est quelque chose dont je n'ai jamais parlé avant de l'écrire. Et je crois qu'il faut l'écrire pour dire ça en fait. Un jour, je parviens à obtenir quelques petits cahiers d'écolier et un crayon. Et c'est à ce moment-là que je commence à tenir un journal. Pour tenir, pour analyser, c'est un outil de survie, un journal. Ce que je ressens à ce moment-là, je ne le dis pas, je l'écris. Après 3 mois d'incarcération, je suis remis en liberté, mais les gens que j'ai sur le dos, donc le FSB, est très en colère et décide de continuer à m'en faire baver et ordonne une expertise psychiatrique. Donc je connais à ce moment-là 3 semaines d'enfermement dans un hôpital psychiatrique. J'ai réussi à prendre avec moi Histoire de ma vie de Giacomo Casanova, cet écrivain italien incroyable qui écrit son journal en français. Alors Casanova, il est connu et caricaturé pour ses exploits amoureux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est son évasion. Casanova a été enfermé à Venise dans une prison qui s'appelle les Plombs parce que le toit est en plomb. Donc, il fait très chaud l'été, très froid l'hiver. Et il avait réussi à récupérer, en trompant aussi un gardien, un esponton. Un esponton, c'est-à-dire un outil, une pique, on peut dire, avec laquelle il va creuser un tunnel. Et c'est le seul au XVIIIe siècle qui parvient à s'échapper de cette prison. Et il en fait un récit qui est connu dès le XVIIIe siècle, et puis ensuite ce récit, il l'a inséré dans son journal. Je prends des notes, et je me dis, très bien, l'inventivité dont fait preuve Casanova pour s'enfuir, donc il le raconte, il va réussir à se procurer des outils, à creuser un trou, à s'enfuir, et c'est une fuite incroyable. Eh bien je me dis, il faut que je fasse la même chose.
après ma sortie de l'hôpital psychiatrique, je suis assigné à résidence sous contrôle d'un bracelet électronique. Et là, eh bien, j'ai toujours des geôliers, mais cette fois-ci, c'est le service d'exécution des peines qui me contrôle et me surveille à distance. Donc peut voir ma position à n'importe quel moment via le bracelet électronique. J'ai le droit de sortir 1 heure par jour pour faire des courses dans un périmètre très restreint. À ce moment-là, je dois prévenir par un téléphone spécial la personne qui me surveille. Et je vais me lier d'amitié avec cette personne. Et cette amitié il y a une part sincère. Je suis content de converser avec lui. Et lui, il est sincèrement en peine pour moi. Il a compris que je suis innocent et il compatit vraiment. Mais moi, j'ai toujours en tête que cette amitié, je la cultive pour le tromper. Je fais quelques tests et je comprends que le dimanche, je suis, désormais beaucoup moins surveillé. Je suis capable de couper le signal du bracelet électronique sans couper mon bracelet. Il suffit de l'entourer de papier aluminium. Ça coupe tout signal, ça déclenche une alarme et là, cette personne qui me surveille, bah, en 5 minutes est à ma porte et vient voir ce qui se passe. Lui pense à, des problèmes techniques. Il, vitupère, il maugrait contre ce matériel russe de très mauvaise qualité, pense-t-il. Et je vais faire ce test plusieurs fois et un jour, je me rends compte que le dimanche, je ne suis quasiment plus surveillé. C'est-à-dire qu'en mettant mon papier aluminium à 8 heures du matin, le gardien ne réagit pas avant 18 heures. Donc je sais que si je fuis le dimanche, j'ai 10 heures d'avance et c'est énorme. L'assignation à résidence, le bracelet électronique, ça dure un peu plus d'1 an. Durant toute cette période, l'enquête se poursuit et là, je sais que je vais être condamné. La justice, russe a un taux de condamnation de plus de 99. Je sais aussi que, désormais, je suis un otage entre les mains, de l'État russe qui veut obtenir quelque chose de la France et la diplomatie française, à la fois incompétente, veule, perdue, ne peut rien pour moi. Donc je vais être condamné. C'est une certitude. Et ce que je risque à ce moment-là, c'est 15 ans de colonie pénitentiaire à régime sévère. C'est l'ancêtre du goulag, hein. C'est là où se trouvait exactement Alexeï Navalny. C'est une question de survie. Juste avant que ne s'ouvre le procès, je décide de m'enfuir. Un dimanche matin, je sors donc avec mon bracelet entouré d'aluminium. Je prends la direction de la gare, je mets mon téléphone dans un bus en direction de la Mongolie et moi, je pars dans une voiture qui est conduite par Yana, une amie très chère. Quand je monte dans cette voiture, je suis terrorisé. Pendant les premières minutes, vraiment terrorisé et évidemment, j'ai peur, moi, d'être arrêté, hein, mais j'ai aussi terriblement peur qu'elle soit arrêtée avec moi. Mais en fait, ça, c'est les premières minutes. Et passé ces premières minutes, il y a une forme d'exaltation qui prend le dessus. Alors, une exaltation qui va se transformer en hyperconcentration. Et ensuite, je tiens ma légende, comme disent les espions que je ne suis pas, évidemment. Je pars en cavale sous une fausse identité. Je me prétends suisse et je me dénomme Landolf. Il s'agit d'un anagramme de Voland. Voland, c'est un des personnages principaux du roman de Mikhail Bulgakov, Le Maître et Marguerite, ce roman qui m'est si cher. Et c'est le diable. Un diable bienveillant, on pourrait dire. C'est le diable qui permet d'accompagner, de sauver l'histoire d'amour entre le maître, l'écrivain, et Marguerite. Et puis c'est surtout le diable qui se bat, qui ridiculise le système soviétique. Je prends la direction de l'ouest. Mes poursuivants vont me chercher du côté de la Mongolie, qui est toute proche, et moi je décide de traverser toute la Sibérie, toute la Russie, et de faire les 5000 kilomètres en direction de la frontière occidentale. Alors là, mon plan est simple, passer les 14 heures de trajet que je fais avec Yana. Passé ce moment, j'arrive dans une grande ville qui s'appelle Krasnoyarsk. Yana repart dans le sens inverse, disparaît, et à partir de ce moment-là, je me débrouille seul et je décide d'utiliser ce système incroyable qui s'appelle Blablacar. Car Blablacar existe en Russie. Donc j'achète un nouveau téléphone avec une nouvelle carte SIM
Pendant 15 jours en Russie, on peut disposer d'une carte SIM sans avoir besoin de déclarer une identité. Et donc, avec ce téléphone, je passe de Blablacar en Blablacar. Je suis à ce moment-là dans une très grande concentration, mais je sais aussi que ce sont les derniers moments que je vis en Russie. Je pense que c'est un des moments les plus beaux, les plus exaltants de ma vie. Je prends une dernière voiture et j'arrive à Moscou. Et là, s'offrent plusieurs possibilités. Je prends contact avec quelqu'un de l'ambassade via une connexion sécurisée et je lui dis, bah voilà, je suis à Moscou. J'ai disparu à ce moment-là dans la nature depuis 10 jours. Certains me croient mort. Et donc je demande à mon interlocutrice à l'ambassade, voilà, j'entrevois 3 scénarios possibles. Soit on se rencontre discrètement à Moscou, on discute. Soit vous me dites que je peux venir à l'ambassade, là, tout de suite, que c'est sécurisé, j'arrive. Ou alors, vous ne voulez pas entendre parler de moi, ce qui peut s'entendre, et cette conversation n'aura pas existé, je poursuis ma route. Et là, elle me répond, 2 minutes, je vais voir l'ambassadeur. Elle me rappelle, réponse, viens immédiatement à l'ambassade, on t'attend. J'arrive à l'ambassade, des gendarmes se déploient sur le trottoir au moment où ma voiture s'arrête devant les grilles pour sécuriser un peu mon arrivée. J'entre, on me conduit dans une petite pièce, un appartement qui sert à accueillir les personnes pour un passage de courte durée. L'ambassadeur arrive et m'explique qu'il a appelé immédiatement le ministre des Affaires étrangères. Coup de chance, me dit-il, il était dans une réunion aux Nations Unies et que son homologue russe était là, juste à côté. Ils se sont parlé. Le ministre a décidé, d'un commun accord avec l'ambassadeur, d'avertir immédiatement les Russes de ma présence au sein de l'ambassade. Alors là, je tombe des nues. Je me dis, mais ils ont peur en fait. Ils ont peur des Russes. La conséquence directe, c'est que toute possibilité de fuir est immédiatement coupée. Je ne peux plus partir de l'ambassade et poursuivre mon chemin. Et à ce moment-là, on entre dans un scénario guerre froide, hein, négociation, échange de prisonniers. Puisque les Russes ont averti, très bien, merci de nous avoir avertis, négocions, mais attention, dans le secret le plus absolu. Et commence, pour moi, une longue année d'enfermement dans une prison dorée. Dorée parce que je suis très bien nourri à l'ambassade. J'ai les beaux restes de la table de l'ambassadeur, mais prison malgré tout parce que je suis dans un tout petit espace. Je n'ai pas le droit de sortir. J'ai très peu de contacts. Il y a 3 personnes à ce moment-là, hein, à l'intérieur de l'ambassade qui savent que je suis là, plus la sécurité, plus quelques gendarmes. Et donc c'est l'isolement. De nouveau, c'est un isolement. Alors, durant cette longue année, je pratique pendant de très longues heures la guitare, puisque le cuisinier m'en a procuré une. Je lis beaucoup, j'ai accès aux livres. Je lis beaucoup aussi à ce moment-là d'anthropologie. Je lis le livre de Baptiste Morisot sur les loups. Je lis une philosophe que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Vinciane Després. Je goûte aussi aux joies du livre audio. Je vais écouter La recherche du temps perdu de Marcel Proust. J'avais lu La recherche du temps perdu en partie. Ah bah, c'est 7 gros volumes. Et pendant ces longs mois, je prépare aussi ma fuite. Parce que je comprends assez rapidement que la diplomatie française ne va pas m'aider. Un beau matin, ça fait 6 mois que je suis enfermé dans cette prison dorée. On toque à ma porte. Ce sont 2 agents de la DGSE qui viennent là pour m'exfiltrer, disent-ils, monter un plan d'exfiltration. Donc on me grime, j'essaie des perruques, je discute longuement avec eux, on prépare différents scénarios. C'est une question de semaines. Une semaine passe, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, rien. Un nouveau président est élu, Emmanuel Macron, et là je comprends que le plan d'exfiltration a été débranché, probablement par le nouveau locataire de l'Élysée, qui vient de recevoir Poutine en grande pompe à Versailles à ce moment-là. Et une nouvelle difficulté se présente. Ça fait bientôt 1 an que je suis dans les murs de cette ambassade.
Et je comprends que ma présence est devenue un secret de polichinelle. Dans les bureaux, tout le monde parle de moi. C'est ce que me dit le cuisinier. Alors que personne n'est censé savoir que je suis là. Et là, à ce moment-là, je comprends que c'est le kairos. Le kairos, c'est une vieille notion grecque, ça veut dire c'est le moment qu'il faut saisir. Eh bien, c'est le moment que je parte, que je fuis, que je traverse la frontière. Donc, je suis prêt, j'ai étudié les cartes satellites depuis plusieurs mois. Je sais aussi comment déjouer le service de sécurité de l'ambassade. Donc, un soir de novembre, il est 18 h, c'est l'heure de la sortie des bureaux des fonctionnaires. Je me mêle à la foule, je sors. C'est un peu l'exaltation de la première fuite qui revient. C'est un mélange de concentration et de joie. C'est la joie de se libérer. Il y a une forme de colère contre l'impuissance et la veulerie de la diplomatie française, encore une fois, mais je la mets complètement de côté à ce moment-là. Ce qui domine, c'est une joie extrême. La joie de me dire, je suis capable, je sais ce que je fais, j'ai le plan, je vais le réaliser. Au moment où je sors de l'appartement, j'envoie un message à ma sœur pour lui dire, ça y est, je fuis, j'ai l'esponton. Il s'agit d'un message codé. Je fais référence à un texte qu'elle connaît très bien elle aussi, l'histoire de ma fuite des plombs de Casanova. Et donc au moment où j'écris ce message à ma sœur, elle comprend très bien de quoi il s'agit. Elle sait que je suis en train de partir et surtout, elle sait que j'ai les outils. Je ne pars pas sans rien, je ne pars pas seul. Et donc c'est ça que je lui dis de manière codifiée. J'ai les outils et je suis avec quelqu'un. Je sors et je me retrouve sur un trottoir immense, très large, et je suis saisi d'une sorte de vertige, que je n'avais pas complètement anticipé, c'est la foule. J'ai pas vu autant de monde depuis très, très longtemps. C'est un vertige, mélange de d'angoisse et puis qui fait place très vite à une joie immense. Je prends la direction d'un appartement qui est réservé, où je rejoins une très bonne amie qui s'appelle Martha. Et comme dans la première fuite, c'est une femme qui, au nom de l'amitié, va m'aider. Et nous prenons la direction de la frontière estonienne en bus. Nous allons passer une longue soirée au bord de la frontière estonienne, à quelques dizaines de kilomètres, dans la forêt, et nous sommes 2 touristes. Juste avant de partir, mon amie Martha, regarde avec moi la carte et je lui indique un endroit en lui disant: «Bah, voilà, je vais passer tout près de ce village-là, Ivanovo Bolota, c'est-à-dire Saint-Jean de quelque chose». Et elle me dit: «Saint-Jean de quelque chose? Ah non, c'est Saint-Jean des Marais». Et là, je m'arrête, je ne connaissais pas ce mot en russe. Je regarde de nouveau la carte et je me rends compte que cette chose énorme qui ne pouvait pas se rater, je l'ai ratée. Il y a là un marais. Et il va falloir le traverser. Je n'ai pas le choix. À droite ou à gauche, ce sont des postes frontières hyper surveillés, des endroits, en partie militarisés, beaucoup trop dangereux. Tant pis, il va falloir traverser ce marais. Durant la nuit, je sors de cette guest house et je m'enfonce dans la forêt. Et là, au milieu de la forêt, à ma droite et à ma gauche, dans le feuillage, dans les branchages, j'entends du bruit. Je m'arrête, je m'immobilise. Rien. Je continue, le bruit reprend. Là, je comprends, il y a quelque chose autour de moi. Je rallume ma lampe torche, pendant quelque temps je l'avais éteinte, et un loup passe quelques secondes dans le faisceau de ma lampe. Il se retourne et il bâille. Il me regarde avec cet air de dire: «Mais qu'est-ce que tu fais là, toi?» Et là, je me dis: «Je suis dans un conte russe». Il y a un conte russe très célèbre où, le prince, le tsarévitch, Ivan, voyage à dos de loup. Et je me dis: «C'est ça, c'est mon loup, il est là et je vais continuer mon chemin sur le dos du loup». Ou alors peut-être que je suis moi-même en train de me transformer en loup. Je me retrouve, comme prévu, j'ai envie de dire, coincé dans ce marais. J'ai de l'eau jusqu'à la taille. Mon pied droit s'est coincé dans un branchage et je n'arrive pas à me dépêtrer de cette vase, et de cette masse, végétale dans laquelle je suis complètement, empêtré. Et là, je crois vraiment y rester. Je suis complètement congelé. On est au mois de novembre, hein, il fait quelques degrés, l'eau est glaciale. Et je repense à mon frère François Villon et je me redis une nouvelle fois ces vers: «Frères humains qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous, merci».
Villon s'adresse à Jésus parce que c'est un homme croyant, moi je ne le suis pas. Moi je crois en Villon. Et il dit: «Prince Jésus qui sur tous a maîtrise, garde qu'enfer n'est de nous seigneurie, à lui n'ayons que faire ni que soudre. Homme ici n'a point de moquerie, mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre.» Et moi ce que j'entends là-dedans, c'est pas tellement l'appel à Jésus, c'est «Homme ici n'a point de moquerie». C'est l'appel à cette humanité essentielle. On est dans le tragique en fait, et peut-être que je vais mourir, et c'est ces mots-là qu'il faut dire. Et tout s'arrête, c'est le silence complet dans le marais. Et je suis pris d'une espèce de nouvelle force. J'ai dit mon texte, j'ai dit ma prière. Alors maintenant, il va falloir s'en sortir, hein. C'est pas l'heure pour moi. Il est hors de question de mourir dans ce marais. Je me défais des branchages, je sors de la glaise, de la boue, et je franchis la frontière estonienne. C'est quelque chose d'assez étrange qui se passe. J'ai déjà une forme de nostalgie de la Russie. Je me retourne, je regarde une dernière fois la Russie en me disant: «C'est la dernière fois que je vois ce pays». Il est, 6-7 heures du matin, j'arrive dans un petit village, estonien. J'arrive à l'arrêt de bus et je sais que j'ai un bus pour la grande ville qui est dans 3 heures à peu près. J'attends à l'arrêt de bus, la voiture des gardes frontières passe devant moi et là je vois il m'identifie. Il se demande très probablement que fait ce type avec son sac à dos un dimanche matin très tôt dans un tout petit village de 200 âmes, mais il ne s'arrête pas. Et là, je suis gelé. Je sors du marais, il fait très froid, mon pantalon, mes pieds, chaussettes, mains, je suis complètement congelé et je me dis: «Ça va être très dur de tenir 3-4 heures jusqu'à l'arrivée du bus». À pied, c'est 3 ou 4 heures aussi. Donc je décide de prendre la route. Je mange une petite barre de céréales. Je me récite une fable de La Fontaine pour le plaisir et c'est parti pour une petite balade de 3-4 heures sur les routes estoniennes. Et là, la voiture des gardes frontières passe de nouveau devant moi. Cette fois-ci, elle s'arrête. Elle s'arrête parce que je les arrête. Je suis victime là de, mon euphorie. Je leur dis en langue russe que je suis un Français qui est là, en train de faire du tourisme, mais qui, finalement a envie de rentrer plus tôt que prévu, et je leur demande de m'aider à, trouver un taxi. Ils me disent: «Oui, bien sûr, nous allons vous aider. Venez donc à l'arrière de la voiture». Ils me demandent mon identité. Je ne peux justifier de mon identité. Alors si, j'ai la photocopie de la carte d'identité de mon frère. Nous avons 5 ans de différence, ça peut passer, et lui n'est pas recherché par Interpol parce que les Russes ont émis une notice rouge Interpol, hein, donc je ne peux pas présenter ma véritable identité. Je suis donc conduit à un poste de rétention, je pense, où on me met dans une petite pièce et on vérifie. Et je me dis que là, de toute façon, mon histoire va pas tenir longtemps. Je leur ai dit que j'avais un logement et qu'à ce logement, il y avait l'original de ma carte d'identité, mais évidemment, ça ne sera pas le cas. Donc je toque à la porte, je leur dis: «Écoutez, je vais vous dire la vérité, je m'appelle Johan Barbero. Vous allez taper mon nom, sur internet et vous allez comprendre que ce sont vos ennemis russes», parce que les Russes, je sais que vous avez, vous aussi Estoniens, maille à partir avec eux. Donc aidez-moi et surtout appelez immédiatement le ministre des Affaires étrangères français parce que je suis diplomate. C'est faux, je suis pas diplomate, hein. Ce que je fais à ce moment-là, c'est de mettre une pression sur les Estoniens. Les gardes frontières des 2 côtés ont des relations et parfois quand ils ont un problème, bah, ils se repassent la patate chaude d'un côté ou de l'autre. Le but, c'est qu'ils prennent la bonne décision et qu'ils m'envoient dans la bonne direction, la direction de la France et pas celle de la Russie. Bon, au bout de 48 heures, je suis, relâché. Pèsent sur moi 2 charges, franchissement illégal de frontières et puis présentation d'une fausse identité. Pour ce qui est de franchissement illégal de frontières, ça se résume à une amende, et puis pour l'histoire de présentation de faux papiers, bah, le juge accepte mes explications. Bon, les Estoniens ont envie de se débarrasser de moi et très vite, donc ils me mettent dans le premier avion et j'arrive à Paris le 8 novembre 2017. C'est la fin de 3 années, peut-être les plus dures, mais aussi les plus exaltantes de ma vie. Je rencontre le directeur de cabinet du ministre qui n'était pas au courant visiblement des plans d'exfiltration. Je prends un train, direction Nantes pour retrouver ma famille. Assez rapidement, je revois ma fille et à ce moment-là, j'ai sous les yeux ce qu'on m'a volé, en fait, pendant 3 ans. Elle avait 5 ans lorsque j'étais arrêté, elle en a 8. Les premières minutes, peut-être la première heure, les 2 premières heures, il y a comme une distance entre nous. Enfin, surtout de son côté.
et qui est parfaitement compréhensible. Évidemment, elle, on lui a dit déjà des choses très différentes durant ces 3 années. Elle ne savait pas tout. Elle ne sait plus exactement si elle a un père. Qui est ce père? Nous nous retrouvons dans un appartement à Paris. Il y a une guitare dans cet appartement. Je l'attrape, je joue et je chante les chansons que je chantais avec elle 3 années auparavant. Et là, on retrouve quelque chose comme une complicité, le lien d'un père à une fille. 1 an après mon arrivée, le tribunal administratif condamne l'État français qui aurait dû me soutenir et me faire bénéficier de ce qu'on appelle la protection fonctionnelle. En quelque sorte, le tribunal reconnaît non seulement que c'était une affaire montée, mais que l'État français avait tous les éléments pour le savoir, le savait et aurait dû m'aider. Je me bats aussi pour faire lever la notice rouge Interpol, c'est-à-dire que je suis recherché dans plus de 200 pays, une notice rouge Interpol donc émise par la Russie. Donc ça va être le cas. Je saisis Interpol, qui se rend à mes arguments. C'est une affaire politique. Et enfin, troisième victoire, la Russie est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour reconnaît que les droits humains ont été violés dans mon cas, et en l'occurrence que j'ai été victime de l'État russe. Malgré cette condamnation, les jugements russes restent souverains, donc je ne peux pas retourner aujourd'hui en Russie. Je suis condamné là-bas à 15 ans de camp à régime sévère. Donc, à moins de grands changements, de changements que j'appelle de mes vœux, je ne retournerai plus jamais en Russie, plus jamais je ne reverrai le lac Baïkal auprès duquel j'ai été si heureux. Et c'est une des douleurs, bien sûr, qui reste et qui demeure. Je pars m'installer en Bretagne, à l'extrême ouest, non loin de la Pointe du Raz, et je commence à écrire. J'ai avec moi le matériau brut des journaux que j'ai tenus en prison, ces petits cahiers d'écolier sur lesquels j'avais inscrit ce qui est le titre du livre, Dans les geôles de Sibérie. Et c'est comme ça finalement que je suis devenu écrivain, que je suis devenu ce que j'avais toujours voulu être depuis la découverte émerveillée de Bozo le clown et du général Dourakine. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 340, un témoignage recueilli par Louise Régent. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et habillage musical, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de pré-production, Astrid Verdun. Montage, Victor Benamou. Musique, Thomas Loupias. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.